les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Diplomate en péril? Un essai de Jean-Yves Dionne et Lucie Tremblay, suivi de chroniques peu diplomatiques. Lu par Cynthia Lissa-Dubé. Les échecs répétés de notre diplomatie au cours des dernières décennies ne sont pas dus simplement à la situation géopolitique actuelle, mais bien à la somme des décisions qui a affaibli la marge de manœuvre d'Affaires mondiales Canada, de sa puissance douce et celle de ses agents diplomatiques. Ce livre vous fait découvrir l'arrière-scène, parfois subtile et méconnue, de nos diplomates dans le déroulement de l'histoire. Citation de François Audet, directeur IEIM, UQAM. Il vous guide à travers les méandres du métier et les défis de la carrière dans un cadre unique et exigeant. Roupillon du maître. Hey! This guy is sleeping on me. Mon patron me rapporte ces paroles d'un client de Toronto en visite à Abidjan, qui l'accompagne au bureau du maire de l'arrondissement le plus cossu d'Abidjan, Cocody. Tout un personnage que ce maître. Ex-ambassadeur de son pays au Canada, il demeure très affectueusement attaché à notre pays pour y avoir vécu plusieurs années et fait étudier ses enfants. Son impressionnant carnet de contacts en fait un acteur politique important d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. Cependant, il a acquis la fâcheuse habitude de s'endormir à tout moment, que ce soit en discutant avec ses interlocuteurs ou en étant assis lors d'un dîner officiel ou plus intime. Ne sachant quelle mouche a bien pu le piquer, il s'avère fort troublant et souvent embarrassant de subir son sommeil impromptu au beau milieu d'une conversation. Un beau soir, alors que nous sommes invités à un dîner dans sa belle résidence de Cocody, plusieurs des agents de notre ambassade nous accompagnent. De l'entrée de cette résidence pour nous rendre au salon, nous devons monter un escalier protégé d'une haie d'honneur composée de 4 ou 5 paires d'immenses défenses d'éléphants, figure emblématique de la Côte d'Ivoire. Je n'ose même pas imaginer la valeur marchande de ces pièces d'ivoire. Impressionnant, mais tellement triste si on pense à la protection de ces merveilleux animaux qui ont presque complètement disparu du territoire. À l'heure du repas, on sert de l'atiéké, de la sauce gombo, de l'agouti, des poissons et des grillades de poulet et de buffle. On nous prie de nous asseoir tout le long du mur sur 2 longues rangées derrière de petites tables pliantes et étroites. Une fois en place, nous sommes ni plus ni moins emprisonnés sur nos fauteuils. Notre ambassadeur et le maître s'assoient l'un face à l'autre afin de pouvoir converser. La soirée démarre bien, mais voilà qu'au bout d'un moment, la grosse tête du maire commence à dodeliner dans tous les sens sur ses fortes épaules. Ses yeux sont complètement fermés et il dort devant nous tous. Nous le regardons déconcerté jusqu'à ce que quelqu'un mentionne un mot réveillant soudainement le maire de son roupillon. Il reprend tout bonnement la conversation là où il l'a laissée un moment plus tôt. Tenez-vous-le pour dit, le maire semble dormir à volonté, mais attention à ses oreilles, elles ne sommeillent pas. Confidence d'un fasciste. Depuis Budapest, nous étendons notre responsabilité diplomatique en Bulgarie, en Croatie et en Slovénie. Ces 2 derniers pays étaient membres de la République fédérative socialiste de Yougoslavie qui fut abolie le 15 janvier 1992 lorsque 4 de ces républiques fédérées firent sécession, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine. Nous sommes à Zagreb, capitale d'à peine 1 million d'habitants sur les 4 millions que compte le pays.
La ville cumule aussi 50% du produit intérieur brut de la Croatie et domine sur ce territoire. Pas particulièrement jolie, sa partie haute, Gornji Grad, pullule toutefois de petites rues sympathiques, remplies de charme touristique. Elle mêle à la fois architecture brutaliste et place austro-hongroise baignée de soleil, où les terrasses des cafés sont toujours prises d'assaut. En visite officielle, on nous octroie un accès privilégié à plusieurs ministres. Celui des communications possède notamment la double nationalité croato-canadienne. Il nous reçoit comme si nous étions tous de la même famille. S'intéressant à diverses technologies de nos entreprises du domaine, il souhaite implanter des systèmes modernes de télécommunications qu'il aimerait bien acheter chez nous à condition, bien sûr, que nos financements à l'exportation soient compétitifs. La veille de cette rencontre, nous passons la soirée en compagnie d'un haut gradé des forces canadiennes de la Force de protection des Nations unies, fort PRONU, en mission opérationnelle depuis 1992. Le mandat de cette force de paix consiste à protéger les non-combattants et assurer la sécurité ainsi que la démilitarisation des zones protégées par l'ONU en Croatie. Avant notre rencontre avec le président du pays, une mise à jour informelle des activités de cette force de protection s'impose. Dans la zone territoriale couverte par la force PRONU, on a observé plusieurs cas de nettoyage ethnique, où les habitants de villages ou de secteurs entiers peuplés de minorités ont été persécutés, chassés ou même massacrés par des factions de milices armées. Nos forces surveillent les lignes de cessez-le-feu, toujours fragiles, et qui changent constamment de lieu. Par la force, ils établissent des lignes d'approvisionnement jusqu'à des secteurs assiégés afin d'apporter des vivres et des secours humanitaires aux civils pris au milieu des combats. Un travail ingrat et très difficile. Nos Canadiens tentent également de privilégier les secteurs peuplés de minorités ethniques, les soi-disant secteurs de sécurité qui vont tragiquement s'avérer ne pas être aussi sécuritaires qu'annoncés et qu'assiègent les milices des majorités. C'est une sale guerre aux fondements multiethniques, religieux et racistes. Nous accompagnons notre nouvel ambassadeur au palais présidentiel à la remise de ses lettres de créance au président du pays. La cérémonie se déroule rapidement et avec le protocole d'usage. Un tête-à-tête privé s'ensuit. Nous ne sommes qu'un petit groupe composé des principaux conseillers du président et de la délégation de notre ambassadeur. Avec courtoisie, le président nous reçoit, soulignant le travail professionnel de nos soldats dans la force PRONU et notre manque de présence physique dans sa capitale. Il conclut que cela n'aide en rien à la création d'un lien commercial et politique plus soutenu entre nos deux pays. Nous avons maintenant une ambassade à Zagreb. Au cours de la conversation, il mentionne un intérêt très précis pour l'achat d'un Airbus du gouvernement canadien que notre premier ministre a décidé de mettre en vente en raison de la déferlante médiatique au Canada entourant cet appareil que l'on surnomme le Taj Mahal volant. Après une bonne demi-heure de discussion et d'échanges sur divers sujets, dont en particulier celui de la guerre en Bosnie-Herzégovine, une sale guerre qui, dans les années 90, a fait 100 000 morts et déplacé 1,8 million de personnes, le président affirme ceci. La présence musulmane sur l'ex-territoire yougoslave est une grande erreur de l'histoire. Tout bon chrétien doit la corriger de quelque manière que ce soit à sa disposition. Visiblement, il insinue la solution du génocide par l'épuration ethnique des Bosniaques musulmans. Un lourd silence et un inconfort grandissant s'abattent dans la pièce. Le visage de notre ambassadeur tourne au cramoisi. Sa réplique est incisive et précise. Monsieur le Président, mon pays est totalement en désaccord avec cette manière de voir les choses et le genre d'action qu'elle autorise. Bien au contraire, au Canada, nous pouvons faire la preuve qu'une diversité multiethnique et multiconfessionnelle peut fonctionner en harmonie, mais également constitue un facteur d'enrichissement collectif et culturel pour tous nos citoyens. Et d'ajouter, à la condition que les libertés individuelles, le respect des institutions et le dialogue soient pleinement encouragés à titre de valeurs communes, privilégiées dans la société.
Le président demeure muet et ne donne aucune réplique aux propos de notre ambassadeur. Le tête-à-tête est terminé. Il se lève et nous souhaite une bonne fin de séjour en Croatie. Il n'aura pas bénéficié d'une oreille complaisante du représentant du Canada. Hors du palais présidentiel et de la vue des gardes de la présidence au costume militaire traditionnel et bigarré, notre ambassadeur ne monte pas immédiatement dans sa limousine. Il la dépasse et marche un peu plus loin pour griller fébrilement une cigarette comme il le fait souvent en cas de nervosité excessive ou de stress. Il n'est visiblement pas dans son état normal. Une sourde colère gronde. Pour s'apaiser, il se tourne vers l'horizon et lance une poignée de jurons bien sentis, en patois irlandais du nord-est de Montréal, d'où il est originaire. Il veut en découdre avec ce fasciste qui, en quelques phrases et au nom d'une interprétation historique tronquée, est prêt à éliminer quelques millions de Bosniaques musulmans dans le simple but de corriger, en toute impunité, ce qu'il qualifie d'une erreur historique, la présence des musulmans aux portes de l'Europe. Par sa réplique courageuse, notre ambassadeur ne s'est certainement pas fait un ami du Canada auprès de ce chef d'État, mais il vient assurément de gagner un immense respect de ses collaborateurs et de notre histoire diplomatique. Il a su résister à cette manipulation insidieuse d'opinion et communiquer notre pensée sur le sujet. Par son ambassadeur, le Canada ne sera pas un État témoin complaisant du génocide de la Bosnie-Herzégovine. Il a également démontré du courage et de la fermeté dans la communication et la défense des valeurs démocratiques de notre pays et du respect du droit des personnes. Au moment où ce texte est écrit, le TPI confirme les condamnations de 5 responsables politiques et militaires des Croates de Bosnie: Jadranko Prilić, Bruno Stojić, Milivoj Petković, Valentin Korić et Berislav Pusić. Ils ont été reconnus coupables par le tribunal d'une entreprise criminelle commune pour imposer une domination croate. À travers ces verdicts, c'est la politique d'épuration ethnique orchestrée du président croate, Franjo Tudjman, dans le but de créer la Grande Croatie qui est condamnée. Ce président est décédé en 1999 alors que les enquêteurs du TPI accumulaient les preuves pour l'inculper. Le tribunal a aussi demandé aux autorités croates d'accepter les faits, de reconnaître la souffrance des victimes et des survivants et de juger les hauts fonctionnaires et les commandants impliqués dans cette guerre. Encore aujourd'hui, les autorités de ce pays acceptent difficilement la responsabilité de ces actes. Les chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC des Pays d'en haut dans le cadre de l'Entente de développement culturel.